et dans le monde. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Encore une fois, merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à vous l'été. Débat panafricain. Comment expliquer le boycott massif du peuple béninois lors des élections législatives du 8 janvier dernier? Pourquoi la transparence est-elle toujours problématique lors des élections en Afrique francophone surtout, même dans les pays considérés comme les plus avancés sur le plan démocratique comme le Bénin et le Sénégal? Nos invités sont déjà en ligne depuis la France. On accueille d'abord Monsieur Kodjo Honoré Lokossa. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amos. Alors, M. Kodjo Honoré Lokossa est cadre de banque à la retraite, un des 3 porte-parole de l'APP, Alliance pour la patrie dans la diaspora béninoise. Merci beaucoup. Nous allons accueillir également, toujours en France, Roland Fodé Diane. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Merci. Vous êtes président du collectif Afrique. On va en parler plus tard également, ce que c'est ce collectif. Et si tout va bien, va nous rejoindre dans ce débat panafricain. Raymond Ivy, qui est ancien coordinateur de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Tout de suite, on va parler du Bénin, ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Alors, M. Lokossa, le taux de participation des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin est de 37,79%. C'est l'information qui nous est parvenue aussi. Alors, qu'est-ce qui explique ce boycott massif selon vous, M. Lokossa? Eh bien, ce boycott massif n'étonne pas les observateurs attentifs de ce qui se passe au Bénin depuis 2016 où M. Patrice Talon, un homme d'affaires, a pris les rênes du pouvoir dans ce pays, où toutes les élections qu'il a organisées se sont révélées être des mascarades. Alors, le peuple béninois montre une grande indifférence vis-à-vis de ces campagnes. Son régime qui fait le malheur, les souffrances du peuple béninois est rejeté et il le sait si bien qu'il sait qu'il ne peut pas gagner des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Alors, il nous a fait le coup déjà par 3 fois et une 4e fois. Il a essayé encore en associant, en trouvant des accompagnateurs en la personne du parti Les Démocrates, qui sont en fait, dont les responsables sont ses amis, le président Yahya Boni, avec qui s'est réconcilié, on se rappelle bien, et M. Eric Hundete, qui a voté au Parlement toutes les lois qui ont fait la base de la dictature de M. Talon. Donc, tout ce monde-là, cette offre politique ne correspond pas aux aspirations, aux attentes du peuple béninois. Et c'est pour cela que, d'une manière générale, le boycott a été, et ces gens ont été rejetés globalement, et ils n'ont pas fait illusion. Les démocrates qu'on a voulu faire passer comme des nouveaux font partie donc de cette classe politique qui est aux affaires depuis 90 et qui continue de faire le malheur de ce pays. Le parti des démocrates, donc, dont Yahya Boni a été aggravé ce cas. Je pense que c'est un parti reformé par Yahya Boni, c'est ça, les démocrates. Oui, le parti des démocrates, c'est le parti reformé par Yahya Boni après que M. Talon lui a enlevé son premier parti, le FCBE. Il a recréé un deuxième qui s'appelle Les Démocrates et qui est dirigé par Eric Hundete. D'accord. Alors, ça, c'est une des premières raisons. C'est un grand parti qui a participé à ces élections-là, quand même. C'est une partie qui je vais y revenir sur les résultats qui sont sortis. Comme vous me posez la question sur l'explication du boycott massif. Et la deuxième raison principale, c'est que dans cette élection-là, le seul vrai parti d'opposition qui s'appelle le Parti communiste du Bénin, et surtout l'Alliance pour la patrie dont je suis un des porte-parole, ont mené une campagne active pour présenter une autre alternative sous le mot d'ordre de boycott de cette mascarade. Est-ce que le boycott n'est pas suicidaire pour l'opposition béninoise? De toute façon, ce qui est suicidaire, c'est moins le boycott que les lois scélérates qui sont en place. D'accord. C'est que les gens sont exclus.
Est-ce que vous savez qu'au Bénin, avec le code électoral, on n'a pas le droit de se mettre en alliance de partis pour aller à une élection? Si on applique cette loi-là en France, ici, aucun parti, depuis des années, ne peut diriger la France. Donc, ils se mettent en alliance. Les différents partis ici, que ce soit le PS avec le PC ou autre, ça a toujours été en alliance. Mais au Bénin, non. Parce que monsieur veut un parti unique, même s'il prend le parti unique, il lui donne deux noms différents ou différentes faces, et il réduit le paysage politique, et de ce point de vue, il n'y a pas de chose. Donc, le deuxième acteur, la deuxième raison fondamentale de ce boycott, c'est la campagne de boycott lancée par l'APP et le Parti communiste, et qui peuvent se féliciter aujourd'hui d'avoir été capables d'être en phase avec l'opinion de la majorité du peuple béninois qui a boycotté largement cette élection. 2/3 de la population ont refusé d'aller voter. D'accord. Alors, monsieur Honoré, vous allez continuer. On parle du peuple béninois. Selon également nos informations, toujours pour des populations béninoises, les Béninois n'ont pas oublié les violences meurtrières lors des élections législatives de 2019 et préfèrent s'abstenir, voilà. Justement, le vote n'étant pas obligatoire au Bénin. Non, absolument, vous avez raison. Les peuples n'ont pas oublié ça. Et surtout, ce qui les vexe, ce qui décrédibilise le parti Les Démocrates, c'est que ces dirigeants, notamment le président Yahi Boni, qu'ils ont soutenu quand il a été victime de la répression de ce pouvoir de talon, avaient porté plainte et on espérait un procès. Mais Yahi Boni a été retiré cette plainte en sacrifiant tous ceux qui l'ont soutenu et qui ont été victimes de la répression de Talon. Il est allé se réconcilier avec Talon. Donc, en fait, c'est tout ça qui fait qu'il n'est pas crédible et n'inspire plus confiance. Et quand il appelle, il crée un autre parti, les gens n'ont pas confiance en eux et ils vont pas voter. Alors, le boycott n'est pas en soi un obstacle, ce sont les lois qui sont mises là de façon à ce que la démocratie ne puisse pas s'exprimer. Et lorsque même ils abordent là le fait qu'il y a une partie quand même qui est allée voter, parce qu'il y a 1/3 des gens qui sont allés voter, en espérant qu'ils pouvaient influer sur le cours des choses. Et des gens comme le Parti des démocrates ont vendu des illusions, soi-disant, qu'ils peuvent battre Talon dans les urnes. Ça fait 4 fois qu'il administre le contraire, et donc on ne peut pas compter sur lui. Mais toujours est-il que des gens sont allés voter. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'ils ont voté, ils ont procédé à un vote sanction. Ils ont sanctionné le pouvoir de Talon et ils ont placé le Parti des démocrates en tête dans la majorité des circonscriptions. La déception de ceux-là aujourd'hui, c'est que Talon a inversé les résultats. Il a ignoré les résultats sortis des urnes et il a proclamé ces 2 partis à lui en tête. Et il s'est donné une majorité confortable de 81 députés sur 109. Le premier est devenu le dernier. Et normalement, quand on est frustré, on voit que son vote est volé. Eh bien oui, on doit pouvoir s'en indigner et protester, manifester. Mais les chefs du parti appellent au calme. Ils veulent faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle qui est aux mains de Talon, ceux-là même qui ont trafiqué les résultats. Justement, les démocrates ont déjà rejeté ces résultats-là. Avant de vous relancer sur d'autres questions, justement, sur ces élections législatives au Bénin, et le grand parti dont vous faites partie, PCB, Parti communiste du Bénin, a lancé une campagne de boycott massif. On va quand même revenir là-dessus. On va apprendre également en France. Roland Fodé Diana, rebonsoir. Rebonsoir à vous aussi et rebonsoir à vos auditeurs et à mes co-débatteurs. Exactement. Vous êtes un grand panafricain, président. Bonsoir Roland. Vous êtes un grand panafricain, président du collectif Afrique. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir ce que c'est que ce collectif Afrique, puisqu'on parle du panafricanisme. Roland Fodé Diane. C'est un collectif qui a été mis en place en 1994 au moment du génocide au Rwanda sur la base de 2 slogans.
Le premier slogan, c'était exiger un Nuremberg tropical pour juger les génocideurs rwandais du Hutu Power, donc du clan Habyarimana, mais aussi juger aussi les génocideurs français, dont le premier à l'époque des Français, c'était le président Mitterrand lui-même, largement impliqué dans ce génocide jusqu'au cou. Le second slogan de naissance du collectif Afrique, en juillet 1994, c'était « Toute l'Afrique est potentiellement un Rwanda ». Il faut donc effectivement une grande campagne en direction de l'Afrique contre ces dangers de manipulation par les impérialistes de l'ethnicisme afin de créer le chaos qui était en fait déjà, qui annonçait en fait la stratégie états-unienne et occidentale en direction des pays du tiers-monde. Créer le chaos pour pouvoir continuer à dominer. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles les deux slogans principaux par lesquels est né le collectif Afrique, quoi. Tout à fait. Donc nous avons décliné ainsi pendant des années effectivement plusieurs campagnes, notamment quand la question de Ivoiritaire est arrivée en Côte d'Ivoire. Nous avons mené aussi une campagne contre effectivement cette dérive ethniciste-là en tant que telle, et nous avons dénoncé effectivement cette capture du président Gbagbo à la façon des négriers d'antan par l'impérialisme français et la mise au pouvoir sur les chars de l'impérialisme français de monsieur Ouattara. D'accord. Voilà en gros ce qu'est le collectif Afrique. Tout à fait. En tout cas, merci. C'est aussi bien pour nous et pour nos auditrices et auditeurs de Radio Canal K, de Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue. Vous êtes sénégalais d'ailleurs, grand panafricain. Revenons, parlons de ce débat. Élections législatives au Bénin et au Sénégal. Qu'est-ce qui explique la non-transparence de ces élections? Comment comprendre le boycott massif observé par le peuple béninois? Vous avez écouté tout à l'heure Kodjo Honoré et Lokossa qui disait que oui, Patrice Talon, non, il a organisé, mais entre guillemets, il a choisi ses opposants également. C'est ce qu'on peut comprendre tout à l'heure de son développement. Alors, quel regard vous portez en tant que panafricain sur ces élections législatives d'abord au Bénin? Bon, le regard que nous portons sur ces élections législatives au Bénin est le suivant, à savoir effectivement que Talon, l'autocrate Talon, qui à un moment donné, en 2016, s'était présenté à l'élection présidentielle en fait contre le candidat, je dirais, officiel de la France-Afrique qui était Zenzou. Eh bien, bon, on avait un peu considéré en 2016 que c'était peut-être le moindre mal, parce qu'il fallait tout faire pour barrer la route en fait au projet Zenzou à l'époque. Après, puis on a continué à observer ce qui s'est passé au Bénin. On a vu effectivement que celui qui appelait à la démocratie en fait en 2016 est devenu progressivement un autocrate. Et ça justifie parfaitement en fait l'appel de l'APP, de nos camarades de l'APP et du Parti communiste du Bénin, l'appel au boycott de ces législatives-là contre les semeurs d'illusions qui se donnent le beau nom de démocrate après avoir eux-mêmes exercé le pouvoir pendant plusieurs années en fait au Bénin, et contre effectivement la dérive autocratique qui commence à prendre des tournures un peu fascisantes là du système néocolonial effectivement dirigé par Talon. Donc nous avons effectivement applaudi des deux mains à l'appel effectivement du boycott de la part des camarades de l'APP et du Parti communiste du Bénin. Voilà notre regard effectivement sur la situation au Bénin. Il s'agit aussi maintenant, à notre avis, de continuer la campagne effectivement ou prolonger la campagne de nos camarades effectivement de l'APP et du Parti communiste du Bénin, notamment dans la diaspora et un peu partout, contre en fait ce coup d'État qui vient d'être fait en fait électoral par l'autocrate Patrice Talon. D'accord. Alors, Roland Fodé, contrairement au Bénin, les élections législatives au Sénégal, dans votre pays, on n'a pas observé un boycott massif, mais plutôt, on dirait donc que grâce au ralliement d'un député de l'opposition, Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la mouvance présidentielle obtient la majorité absolue. Néanmoins, on constate qu'elle est passée de 125 en 2017 à 82 députés en 2022. Alors, Roland Fodé,
Dira-t-on que la gouvernance de Macky Sall est-elle à bout de souffle? Elle est totalement à bout de souffle et c'est un régime aux abois. Et par 2 fois, le peuple sénégalais a montré très clairement son rejet massif de ce pouvoir qui devient de plus en plus autocratique et fascisant aussi au Sénégal. La majorité que la coalition du président de la République, Macky Sall, a obtenue, elle est toute relative, elle est même aujourd'hui effectivement plus que relative parce que déjà dans sa soi-disant majorité de 82, il y a déjà Mimi Touré, une ancienne première ministre qui est sortie de cette majorité, qui n'a pas totalement rejoint effectivement les 80 députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale là aujourd'hui, concrètement suite à la volonté du peuple de rééquilibrer le pouvoir effectivement législatif au Sénégal et même rééquilibrer le pouvoir municipal, les pouvoirs municipaux effectivement au Sénégal, parce qu'avant l'élection législative de juillet 2022, il y a eu les élections locales de 2022 en janvier, où déjà il y avait un coup de semonce de la part du peuple qui a envoyé plusieurs effectivement municipalités entre les mains de l'opposition. Récidive de la part du peuple lors du vote de juillet 2022, avec une Assemblée nationale plutôt équilibrée, d'accord, parce que aucun n'a réellement la majorité absolue dans cette Assemblée nationale-là, avec la particularité au Sénégal, à savoir effectivement l'émergence depuis 2014 d'un courant patriotique porté par une jeunesse souvent intellectuelle qui critique la malgouvernance, donc la corruption, les deniers publics, les détournements de deniers publics, les surfacturations, etc., etc., mais aussi exige en fait le rétablissement de la souveraineté de l'État sénégalais face en fait à la domination de l'impérialisme en tant que tel. Donc ça, c'est une nouvelle donne politique. Et on s'achemine là, courant 2023 et fin 2023, plus précisément en février 2024, vers une élection présidentielle de tous les dangers. Parce que le pouvoir là, sentant l'odeur du pétrole et du gaz qui viennent d'être découverts au Sénégal, eh bien, s'accroche mordicus au pouvoir et crée sa propre bourgeoisie autour de lui. Et en plus, une bourgeoisie même familiale, très clairement. J'en veux pour preuve le dernier éclaboussement en fait de ce pouvoir à travers l'histoire du rapport qui vient de tomber il y a quelques semaines là de la Cour des comptes, donc un organe officiel de contrôle de l'État qui donc incrimine plusieurs dans l'entourage du président Macky Sall de détournement en fait de deniers publics liés à l'argent qui a été mobilisé soi-disant contre le Covid en tant que tel. 1000 milliards de francs CFA. Sur les 1000 milliards de francs CFA, eh bien, la Cour des comptes épingle plusieurs effectivement détournements de la part de ministres et autres personnalités ou autorités effectivement dans l'entourage du président de la République lui-même. Donc nous sommes dans ce contexte-là quoi, en tant que tel au Sénégal. Donc il y a à la fois en fait le danger d'une dictature ouverte, fasciste, de la part du président Macky, mais il y a une forte opposition populaire aussi à cette tentative effectivement et d'éliminer tous les adversaires politiques face à lui, quoi, en tant que tel. Tout à fait. Voilà la situation dans laquelle nous sommes au Sénégal aujourd'hui. Tout à fait. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a donc aussi beaucoup d'espoir, quoi. D'accord. Les dangers énormes, les périls, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. D'accord. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on va relancer une fois encore Kodjo Honoré Lokossa pour parler du Bénin, ces élections législatives où on a observé, contrairement au Sénégal, on a observé au Bénin un boycott massif. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? On en parle dans cette émission, dans ce débat panafricain d'ailleurs. Honoré Kodjo Lokossa, la Cour constitutionnelle béninoise a confirmé les résultats de la Sénat. 2 partis proches de Talon remportent 81 députés, 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau, et 28 pour le Bloc républicain. Alors, le parti Les Démocrates, justement réformé par Yahi Boni, ancien président du Bénin, enlève donc 28 députés. Mais avant même la proclamation de ces résultats provisoires, le parti Les Démocrates a rejeté les résultats provisoires justement et a annoncé qu'il va saisir la Cour constitutionnelle afin d'établir la vérité des urnes.
Donc, du coup, peut-on en déduire que, oui, la transparence des élections demeure toujours problématique dans la sous-région ouest africaine, notamment au Bénin, au Togo, etc. Merci pour la question. Vous me permettez de dire un mot, de réagir sur ce que mon ami Fodé du Sénégal vient de dire, pour dire d'abord notre soutien à leur combat et la similitude entre la volonté des chefs d'État africains, notamment de cette zone dite francophone, où vraiment c'est des dirigeants, des gouverneurs à peau noire qu'on a placés à la tête de nos pays et pour étouffer l'émancipation de nos peuples avec cette tendance fascisante. Et donc, j'apporte notre soutien au combat qu'ils mènent là-bas et je suis plein d'espoir que les combats que les camarades mènent là-bas vont pouvoir nous permettre de progresser globalement. J'en profite pour dire que au plan panafricain, au plan de l'Afrique de l'Ouest, les progressistes aussi s'organisent pour créer un pan contre la CEDEAO, par exemple, qui avalise toutes ces mascarades-là, et qu'une organisation nouvelle vient de se créer par les démocrates et les patriotes panafricains le 10 et 11 décembre dernier à Accra, qui s'appelle la WAPO, West African People's Organization, ou bien l'OPAO, Organisation des peuples d'Afrique de l'Ouest, pour que nos luttes soient plus coordonnées et pour qu'on puisse faire face ensemble à ceux qui sont placés à la tête de nos pays pour le malheur de ces pays. Alors, je reviens à la question, excusez-moi de faire cette petite digression. Les résultats proclamés ils sont bien ceux que vous avez rappelés et ils sont effectivement pas le reflet du vote sorti des urnes. Et cela montre que la transparence des élections pose problème, comme toujours. Les observateurs avisés savent qu'on ne pouvait pas s'attendre à mieux de la part des Talon. Et j'espère aussi que ceux qui ont semé des illusions qui peuvent le battre avec les lois qu'il a mis en place dans les urnes aussi vont en tirer des choses, des leçons pour éviter aux prochaines fois font chose. Normalement, dans ces circonstances-là, ceux dont le vote a été volé, le tiers de la population qui a fait l'expérience une 4e fois, aller voter, qui a placé les démocrates en tête et qui se trouve floué à nouveau, devrait pouvoir protester. Le président de l'APP, le professeur Philippe Nugyenoume, a appelé dans sa dernière adresse les structures de l'APP à se mobiliser pour soutenir et participer à toute action légitime que ces compatriotes frustrés veulent bien engageraient pour faire reconnaître la vérité dans les urnes. Naturellement, ils ne peuvent pas compter sur leur chef. Leur chef, Éric Ondete, sa préoccupation, c'est d'être présent au Parlement pour partager le pouvoir, être aux côtés de Talon. Et ils se satisfont de ça pour la petite place qu'on leur fait. Rien fondamentalement les oppose à Talon, sinon que Talon est trop gourmand et il voudrait une place à ses côtés pour partager le gâteau. Donc, il appelle les gens au calme, il appelle les gens à attendre que lui fasse des recours à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui vient de valider quelque chose qui ne va pas se démentir. Et donc, on voit un peu la fumisterie de cette démarche-là. Et nous sommes prêts que dans les circonstances actuelles, il faut aider le peuple à s'indigner du vol de leur vote. Justement. À exiger alors on va du vol sauté des urnes. Tout à fait. On va aller dans le fond même de l'action que mène l'Alliance pour la patrie, PCB, Parti communiste du Bénin. Revenons justement à ce boycott massif de la population béninoise. Et justement, monsieur le Goussa, dans les années 90, on assistait à de forts taux de participation aux élections.
Et ces boycotts massifs ont commencé justement en 2019 avec les élections législatives non inclusives du gouvernement Talon. Alors, la situation s'était détériorée justement avec les réformes des partis politiques où finalement le Bénin passe de 200 partis politiques à 13. Quel regard portez-vous sur cette situation? C'est effectivement une régression au plan des libertés, la liberté d'association, où les citoyens doivent être libres normalement de se constituer en parti politique. En tout cas, 200 partis parce politiques. Parce que ce n'est pas le nombre de partis. Oui, 200 partis politiques quand même. Nous ne faisons pas l'avocat défenseur du parti Talon, mais quand même, 200 partis politiques au Bénin, est-ce que c'est pas un peu trop? Je pense que c'est pour ça que le parti Talon veut mettre un peu d'ordre. Oui, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas la quantité là qui pose problème. Si vous prenez les États-Unis, le pouvoir se joue entre les démocrates et les républicains. Il y a 74, 75 partis politiques là-bas. Si vous prenez la France, il y a plus de 400 partis. Mais les partis de gouvernement, c'est un petit nombre. C'est pas le nombre qui fait qu'il y a la démocratie ou pas. Donc, c'est un faux problème de penser que il y a trop de partis, parce que il faut laisser la liberté d'association. Maintenant, si vous ne percez pas, ce n'est pas qu'on vous a brimé sur le plan judiciaire. Si vous pouvez vous associer pour arriver au pouvoir, on devrait le faire. Mais toutes ces portes-là sont fermées au Bénin. Du coup, le code électoral est antidémocratique. Et c'est ça qui pose problème. Le parti politique, aucun parti politique à lui seul ne peut faire chose. Et puis il y a des dispositions. Vous pouvez, dans le code électoral, vous pouvez gagner les élections dans votre circonscription. Eh bien, une disposition dans le code électoral dit que si vous n'avez pas 10% au plan national, vous n'avez aucun élu. Même des élections locales. On a vu des partis qui ont gagné 75% des arrondissements à Porto Novo, par exemple, et qui n'ont pas eu 10% soi-disant au plan national et qui n'ont pas un seul conseiller municipal. Donc, des dispositions antidémocratiques qui font que si on ne casse pas les lois scélérates qui empêchent la démocratie de s'exprimer, eh ben, naturellement, ce sera le jeu de quelques-uns. Et j'ajoute qu'on n'a pas de suffrage universel chez nous. C'est un suffrage censitaire. C'est ceux qui sont millionnaires qui peuvent participer aux élections. Quand vous voyez le montant des cautions qui font chose, la plupart des travailleurs sont éliminés. Une des raisons du boycott aussi, c'est que les gens ne se sentent pas représentés. Or, l'APP dit qu'il faut que les différentes couches sociales importantes soient représentées au Parlement. Les travailleurs doivent avoir des représentants, les femmes doivent avoir des représentants, la jeunesse, les intellectuels traditionnels, la diaspora. Nous sommes quand même une force importante économique dans ce pays, mais nous n'avons pas de représentants au Parlement. Donc, toutes ces réformes-là sont à faire pour intéresser les gens à aller voter. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles, oui, les textes-là sont inapplicables. Et le premier pas à franchir, c'est de se battre, c'est de se donner les moyens de casser ce code électoral, de casser ces lois scélérates pour faire respirer la démocratie, rétablir un état de droit et permettre aux différentes sensibilités de s'exprimer. N'en déplaise aux diplomates comme l'ambassadeur de France qui se permet d'intervenir dans ce débat en déclarant qu'il trouve une grande vivacité de la démocratie au Bénin, qu'il trouve que ces élections seront transparentes et inclusives. Non, mais on croit rêver. On n'imagine pas un diplomate béninois intervenir dans les élections en France. D'accord. Ces gens se voient un pays conquis. Ils ont joué un grand rôle dans ces élections également. D'accord. On a compris votre indignation. On comprend. Et on va fouiller de fond en comble, encore une fois, puisqu'on nous dit, à l'étranger, on nous dit que Patrice Talon est en train de construire le Bénin. Voilà, on va relancer maintenant Raymond Ivi, qui vient de nous rejoindre dans ce débat panafricain. Raymond Ivi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à mes frères, le grand frère Honoré, et puis je pense que Roland aussi est de la partie. Tout à fait. Alors, Raymond Evi, vous êtes ancien coordinateur de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la démocratie et l'alternance. Vous êtes également un grand panafricain. Hein. Vous militez d'ailleurs dans une plateforme panafricaine, hein, bien en France, hein, depuis des années. Roland Faudé l'a dit, que c'est un grand mouvement aussi, hein, d'ensemble, hein, pour réunir les Africains et pour l'Afrique pour les Africains, et le développement, la démocratie et le combat panafricain. Vous avez suivi les élections législatives au Bénin, et contrairement au Sénégal, hein, donc Roland Faudé l'a dit tout à l'heure, on a observé au Bénin un boycott massif. Hein, Kokou Kodjo Honoré Lokossa a expliqué les raisons de ce boycott massif. Alors, quel regard vous portez sur ces élections, tant plus que le parti de Baptiste Talon l'a encore rapporté à 82 députés. Quel regard vous portez, Raymond Evi? Mais en écoutant le grand frère Honoré, j'ai eu l'occasion de l'écouter dans une autre conférence il y a 48 heures. Je voudrais simplement exprimer un sentiment de dégoût parce que pour poser les bonnes questions, sommes-nous encore en République dans nos pays africains? Je pense que avant même de venir au résultat des élections, mais est-ce que les élections ont encore un sens dans nos différents pays africains? Parce que quand on regarde toutes ces élections passées et celles qui vont arriver, on a, si quand on est citoyen, on n'a aucune envie vraiment de participer à ce jeu politique qui devrait être une grande fête comme on peut le voir dans des grandes républiques. Mais à chaque fois qu'il y a élection dans nos différents pays, il faut voir toujours que c'est presque la guerre, il faut dire les choses, c'est la répression. S'il n'y en a pas qui prennent des armes de guerre, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a quelques années avec le forfait de mort qu'il y a eu. On a vu ce qui s'est passé au Togo. Aujourd'hui, on est encore dans la contestation aussi au Bénin, alors qu'on croit penser que la marche de la République béninoise vers la démocratie va en progressant, mais que nenni, les contestations qui vont amener le peuple à revendiquer sa victoire, ça fait quand même pitié. Je m'en vais vous donner une image qui m'a frappé. Quand on a montré les bureaux de vote en train, à la fin des dépouillements, j'ai vu une image des gens qui transportaient des urnes sur la tête parce que ils ne voudraient pas que des camions chargés de la logistique puissent convoyer les urnes d'un endroit à l'autre. Ça veut dire, ça veut tout dire. Cette image-là, elle est très éloquente. Elle exprime une crise de confiance aiguë. Quand on est en démocratie, on dit que c'est quand même le peuple qui gouverne. Vous voyez que ce peuple aujourd'hui, comme cette image le montre fortement, n'a plus confiance aux représentants des institutions électorales, notamment les sénats locaux. Et donc, ce peuple, pour garantir l'intégrité de son vote, est obligé de protéger son vote, et donc les urnes sont transportées sur la tête par des citoyens pour aller au lieu parce qu'on veut préserver la transparence du vote. Mais tout ça, c'est regrettable. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous conter l'histoire des élections au Togo. Comparaison n'est pas raison,
Mais quand on regarde toutes ces élections-là, on se demande même, mais quand est-ce que nous allons devenir sérieux? Parce que les institutions qui sont là en tout cas, ne jouent pas le jeu. Raymond, il faut rappeler que les élections, les législatives se préparent aussi au Togo cette année de 2023 aussi. Est-ce qu'on va observer, le débat est là, est-ce qu'on va observer encore un boycott massif comme au Bénin? Est-ce que ce n'est pas suicidaire pour l'opposition? Mais la question de fond qui est là, mais on va dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. À partir du moment où rien n'a changé, il faut se demander si le jeu en vaut la chandelle. C'est ça la vraie question, parce que pour l'instant, si les élections continuent à se passer comme on les vit d'un pays à l'autre, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin aujourd'hui, il faut dire les choses. Ça veut dire que le développement de nos pays reste sous éteignoir, dans le sens que il y a peut-être qu'une minorité qui pense détenir la science infuse pour développer ce pays, alors que normalement tous les citoyens doivent apporter leur pierre à contribuer, leur pierre à l'édifice, leur contribution. Dans une république ça va marcher sur deux jambes. La liberté pour tous les citoyens et l'égalité pour tous les citoyens. Pourquoi alors un parti aussi riche, parce que j'ai entendu le grand frère Honoré dire tout à l'heure que les cautions pour pouvoir participer à l'élection relèvent vraiment d'un exercice de riches. Ouais, il n'est pas donné à n'importe qui de créer un parti politique au Bénin, puisqu'entre-temps, il y avait eu presque 200 partis politiques, partis talons à réformer cela. Est-ce que c'est pas, on ne nous donne pas raison en tant qu'on ne fait pas son avocat, je l'ai dit tantôt, mais est-ce que c'est pas beaucoup quand même aussi 200 partis politiques? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses en Afrique? Sylvain, je pense que le frère Honoré a répondu à la question. Et la question n'est pas quantitative. Et ce n'est pas dans le nombre que la question se pose. La question se pose sur le fonctionnement des partis politiques. On peut avoir 2-3 partis, mais si c'est le seul parti qui gouverne pense que il en a que droit il est le seul à avoir que voix au chapitre, et que les autres ne sont que des partis subordonnés, et que de temps en temps la corruption aidant, on va leur donner quelques sièges, des miettes, pour qu'ils puissent, on dit que quand la bouche elle est pleine, elle ne peut pas parler, et pour qu'elle puisse se murer dans le silence. Ce n'est pas ça la République. Quand la République fonctionne de cette façon, parce que une minorité a fait main basse sur des institutions qui sont devenues des institutionnettes, parce que la justice ne rend pas le droit, parce que les institutions électorales sont à la botte d'un pouvoir, mais je peux vous dire qu'on est loin de pouvoir consolider notre République, et la marche vers la démocratie dans nos pays là est un leurre. D'accord. C'est pour ça que la question que vous posez en disant est-ce que ça va être, pour l'instant, je n'en ai pas connaissance que on a changé un iota des règles du code électoral au Togo non plus. S'agissant de ce qui s'est passé au Bénin, c'est assez décevant que d'un pays à l'autre, à chaque élection, il faut alors de la contestation, il faut que le peuple se dise à quel saint doit se vouer et doit encore retourner dans la rue pour se battre, pour pouvoir avoir ses voix. Et tout ça, ce désordre-là, ce désordre ambiant, ne peut pas construire un pays. Je m'en vais terminer par ceci. Moi, l'expérience que j'ai eue en France, par rapport aux... Pourquoi dans nos pays, c'est seulement dans ces pays-là, ça pose quand même un problème sur la République. Pourquoi c'est dans nos pays-là qu'il faut avoir ce qu'on appelle... Surtout en Afrique francophone, hein? Ben oui, une commission électorale nationale indépendante, avec des noms ronflants, mais qui ne font rien.
Pourquoi on doit avoir une commission électorale nationale dite autonome, mais et qui n'a rien d'autonome? Mais en France, en tout cas dans des républiques qui se respectent, on n'a pas besoin d'avoir une CENI. Moi, j'ai eu quand même ma petite expérience d'avoir présidé des bureaux de vote pendant plusieurs années ici, en France. Je vous assure que tous les citoyens, quand on ferme les bureaux de vote à 20h, 1 heure après, les résultats sont publiés, tous les citoyens, d'une commune à l'autre. On peut vous comprendre, Raymond Ebi, malheureusement, la France n'est pas l'Afrique. On va maintenant voir ce que pense également le Sénégalais, le grand panafricain, Roland Fodé. Diane, on parle de ces élections législatives au Sénégal et au Bénin. Et tout à l'heure, Roland Fodé, vous avez dit que Macky Sall veut imposer l'autocratie. On ne sait pas si... Voilà, on vous comprend. Nous ne sommes pas de Sénégalais, mais je pense qu'on a des informations, puisque Macky Sall a une envie de se maintenir au pouvoir, justement, en termes de son deuxième mandat. Beaucoup d'Africains le savent aussi, on ne comprend pas. Alors, Roland Fodé, Diane, justement, on a dit que Macky Sall, lors de ces élections, la mouvance présidentielle a obtenu la majorité absolue. Quel est votre avis sur les envies de maintien de Macky Sall au pouvoir en termes de son deuxième mandat? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est réalisable? Ou c'est réaliste? Roland Fodé. Je veux dire, c'est réaliste à condition qu'il passe sur des tas de cadavres pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'il utilise effectivement la répression, une répression mortifère et criminelle, quoi, concrètement. Et il met manifestement tout en place pour aller dans ce sens-là. Par exemple, je donne des exemples précis. Là, il a entre ses mains, en fait, en tant que président de la République, le Conseil constitutionnel. Il a entre ses mains la justice sénégalaise, ou tout au moins le haut de la justice sénégalaise, un certain nombre au moins 2 chambres ou 3 chambres, effectivement, au niveau national qui lui obéissent à l'œil, concrètement. Il met qui il veut en prison, comme il veut, et il les relâche comme il veut, suite souvent à des mobilisations et à des luttes. Par exemple, il vient de relâcher le journaliste sénégalais, là, Pape Alé Niang, et il a relâché aussi d'autres activistes qui ont été arrêtés et mis sous mandat d'arrêt, effectivement, pendant des mois et des mois, tout ça sans procès réel, très clairement, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà. Par contre, il vient de perdre l'Assemblée nationale. Il n'a plus la majorité absolue, très clairement. Je rappelle qu'effectivement, d'abord, il a traficoté les élections, mais malgré tout ça, le peuple a envoyé 80 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale sur 165. D'accord? Il s'est octroyé lui-même 82 députés. Mais parmi ces 82 députés, il y en a déjà une députée qui a quitté ses rangs, qui est l'ancienne ministre, effectivement, son ancien premier ministre qui s'appelle Mimi Touré, Aminata Touré, en tant que tel, et qui a été sa tête de liste pour la campagne des législatives, qui vient de quitter donc la majorité présidentielle. Il y a 2 qui se disent indépendants à l'Assemblée nationale et qui votent souvent avec l'opposition, d'accord, en tant que tel. Et même son actuel Premier ministre, il l'a nommé au dernier moment de sa propre bouche. Lui-même reconnaît qu'il a été informé qu'il est nommé comme Premier ministre qu'à 9h du matin. Alors que pendant plus de 48 heures, tout le monde attendait effectivement qu'il annonce le nom d'un Premier ministre. Donc ça montre effectivement que le pouvoir est en train non seulement de s'isoler lui-même, mais de se diviser aussi en tant que tel. Donc il ne reste plus que la force brutale en tant que tel pour pouvoir tenter de piétiner la Constitution du Sénégal qui dit tout simplement que nul ne peut faire. L'article 27 de la Constitution est très clair. En tout cas, c'est du français. Je ne vous coupe pas. Vous allez continuer. Mais justement, parlant de ce 3e mandat, il y a certains constitutionnalistes sénégalais même qui disent que oui, selon la Constitution, t'entends les phrases, on embrouille un petit peu les Africains, les Sénégalais, disent que oui, Macky Sall peut se représenter pour un 3e mandat. Non, ça, c'est pas possible. L'article 27 de la Constitution dit clairement nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Les quelques constitutionnalistes, à ma connaissance, ils sont 2 au Sénégal qui sont des gens du pouvoir, dont l'actuel le ministre de la Garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui lui-même est le rédacteur de cette Constitution, et lui-même
Il y a des vidéos qui circulent et qui sont connues de tous les Sénégalais, de tous les Africains, où il dit clairement qu'il n'y aura pas en fait plus de 2 mandats consécutifs. Aujourd'hui, c'est déni, tout simplement. C'est le Waret, pour parler Wolof, c'est le Waret en fait de Abdoulaye Wade qui revient effectivement au niveau de ces mêmes pouvoirs qui sont les enfants de Abdoulaye Wade. Hein. Macky, c'est un produit de Abdoulaye Wade, il faut le rappeler en tant que tel. Donc, la vraie question pour moi, effectivement, c'est la question du pouvoir présidentiel en Afrique. Le présidentialisme néocolonial attribue et donne des pouvoirs qui sont quasiment sans limite et qui lui permettent au président de la République de soumettre effectivement les autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, législatif, etc., par divers moyens. Ce qui vient de se passer au Bénin, c'est un coup d'État législatif. Manifestement, non seulement effectivement les 2 tiers de la population ont boycotté les élections, conformément à l'appel de nos camarades effectivement de l'APP et du PCB, Parti communiste du Bénin, mais deuxièmement, effectivement... Roland Fodé, on vous dira au Bénin que même s'il y a un boycott massif, on vous dira que dans la constitution béninoise, le vote n'est pas obligatoire. Oui, mais il n'est pas obligatoire, parce que justement, le peuple a exercé son droit, tout simplement, de refuser de participer à une mascarade électorale. Point. Aux 2 tiers. Le tiers restant, dont certains se sont illusionnés, pensant effectivement que les prétendus démocrates, là, Yahi Boni et ses compagnons et ses compères, là, en fait, qui ont semé les illusions, eh bien, ont de fait gagné cette élection-là. Très clairement. Et le pouvoir présidentialiste, eh bien, se permet, en fait, de changer complètement les résultats de ce pouvoir en s'appuyant sur, en fait, le Conseil constitutionnel oui, je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats à ce niveau-là. Donc voilà, on est dans cette situation-là, en fait, dans nos pays, et je pense que la question du pouvoir présidentialiste est posée concrètement dans le cadre des mouvements de mobilisation populaire pour pouvoir, en fait, changer les régimes et équilibrer les pouvoirs et les rendre, en fait, autonomes les uns des autres, au point que chacun des pouvoirs puisse effectivement exercer le contrôle, notamment sur le pouvoir présidentiel en tant que tel. Ça, c'est une question fondamentale qui me semble importante à prendre en compte dans le travail populaire, le travail de mobilisation de nos populations pour changer la donne en fait des dictatures néocoloniales qui sont en train de sévir dans nos pays, quoi, en tant que tel. Donc, je voulais aussi ajouter la chose suivante. Allez-y. Les situations des différents pays ne sont pas tout à fait les mêmes. Pourquoi au Sénégal, nous n'avons pas choisi la voie du boycott, malgré le pouvoir présidentiel? C'est parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le niveau de mobilisation de la population à l'heure actuelle, et le mars 2021 l'a montré largement, le pouvoir avait décidé d'embastiller son principal opposant. C'était Ousmane Sonko. Exactement. Mais pourquoi puisque vous l'avez évoqué, pourquoi justement vous l'avez évoqué, hein? Comment expliquez-vous la guerre que livre le pouvoir à ce grand opposant, Ousmane Sonko, depuis qu'il s'est installé comme concurrent politique crédible, donc, avec une popularité incontournable? Oui, mais parce que tout simplement, le travail qui a été mené depuis 2014 en particulier, d'accord, ce travail a créé une situation au Sénégal où il y a une forme, pour citer Gramsci, il y a une forme d'hégémonie culturelle du patriotisme aujourd'hui. Il y a une confrontation ouverte entre, en fait, le peuple qui est de plus en plus patriote et le système, les tenants du pouvoir néocolonial de la France-Afrique. Cet affrontement politique au Sénégal prend la forme, effectivement, a produit des leaders comme Sonko, le parti PASTEF, a produit des organisations de la société dite de la société civile comme le FRAP, le Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain, de Guy Marius Sagna, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale et qui, lors de la première session, la session budgétaire de la 14e législature qui est en cours là actuellement, a dominé largement effectivement les débats de l'Assemblée nationale. Donc, c'est partant de cette réalité-là que le choix tactique de participer aux élections et de pousser le plus loin possible effectivement la mobilisation populaire dans les urnes y compris a été fait au Sénégal. Mais c'est pas la même situation. Quand j'écoute les camarades effectivement du Bénin tout à l'heure, je comprends parfaitement que le boycott se justifie totalement. Pourquoi? Et au Togo, au Togo également, certains Togolais pensent qu'il faut que les élections ont perdu tout leur sens, donc du coup il faut boycotter. Est-ce que le boycott n'est pas suicidaire quand même?
Non, il n'est pas Est-ce que suicidaire dans le contexte-là. pour ces dirigeants africains, c'est le chien à bois, la caravane passe quand même. Non, mais justement, le chien à bois et la caravane passe, ça ne peut pas durer éternellement. L'étape vers, c'est-à-dire que l'appel au boycott, moi tel que je comprends les choses, à partir de mon regard du Sénégal, au Bénin et au Togo, c'est que l'appel au boycott se justifie parce que les conditions, même minimales, institutionnelles, permettant effectivement de participer à des élections, et même s'il y avait fraude et tricherie, comme ça se passe au Sénégal aussi, que en fait on puisse faire avancer la cause du peuple dans les urnes, ne sont pas encore réunis dans ces deux pays-là. Donc l'appel au boycott, voilà. C'est un appel en réalité à ce que effectivement le peuple prenne ses responsabilités pour imposer à Talon, pour imposer à Yadema Fils, demain au Togo, les conditions qui permettent effectivement que le jeu démocratique électoral puisse s'exercer dans des conditions minimales, en tout cas permettant effectivement d'envisager l'avenir. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation. Si vous me permettez, je fais un autre parallèle. Au Mali, par exemple, Ibeka est arrivé au pouvoir par des élections. D'accord ? Il a ensuite effectivement mené la même politique ATT, qui était décriée par la population malienne. Ça a fécondé au Mali ce qu'on appelle le M5 RFP, le mouvement du 5, le Front populaire effectivement au Mali, qui a mené effectivement de grandes mobilisations dans le pays, 25 morts. Et là, c'est à ce moment que effectivement, quand le peuple a montré ses limites de faire tomber le pouvoir, que l'armée est intervenue effectivement pour écarter Ibeka. Donc, il y a une conjonction entre, effectivement, la mobilisation populaire et les patriotes, je vais les appeler comme ça, effectivement, dans l'armée, qui ont décidé, effectivement, de stopper, les crimes de Ibeka en tant que tel, et l'ont écarté du pouvoir. Donc, ça a donné ce qu'on appelle la transition. Il y a un phénomène à peu près équivalent qui est en train de se passer, qui se passe actuellement, effectivement, au Burkina Faso. Donc, nous ne sommes pas tout à fait dans le même contexte si on compare le Mali et le Burkina Faso, où il y a une conjonction entre l'armée et la population. Moi, je ne sais pas ce que ça peut donner demain au Sénégal. Au Sénégal aussi, demain, avec les affrontements effectivement du pouvoir et cette volonté, je dirais, criminogène de se maintenir coûte que coûte, très clairement, au pouvoir de la part de Macky Sall, eh bien, demain, si le pouvoir, le peuple dans sa mobilisation contre, en fait, Macky Sall, et pour l'empêcher d'imposer en fait, une troisième candidature, toutes les forces patriotiques restent mobilisées pour empêcher effectivement Macky Sall. Pour cela, aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de tâches à mettre en avant. Et vous pensez que les Sénégalais sont mobilisés pour empêcher ce troisième mandat de Macky Sall? Je pense pour le moment que effectivement Macky Sall n'ose pas encore déclarer publiquement qu'il va candidater. Parce qu'il ne sait pas trop comment le peuple va réagir. Il a peur de la réaction du peuple. D'accord. Deuxième élément, c'est que Macky Sall, je pense que sa tactique aujourd'hui, c'est d'éliminer d'abord tous ces adversaires, tous ces complots qui sont en train de monter, qui sont tous les jours effectivement éventrés de l'intérieur même du pouvoir. Très clairement, je rappelle qu'il y a un rapport de la gendarmerie nationale du Sénégal qui incrimine plusieurs personnalités autour, et même les ministres, plusieurs personnalités autour de Macky Sall, dans le cadre du complot contre Ousmane Sonko. D'accord. Un rapport de la gendarmerie est fuité montre bien que même dans l'administration, dans l'armée, dans toutes les institutions effectivement étatiques du Sénégal, il y a des formes de résistance contre effectivement le dictat. Effectivement, chaque peuple en fait trouvera sa voie pour aller effectivement de l'avant et pouvoir effectivement retrouver sa souveraineté nationale, parce que la grande question qui est posée en Afrique aujourd'hui, c'est comment rétablir, dans le cadre effectivement briser l'échine au système néocolonial qui a été mis en 1960 en place par effectivement le système par l'impérialisme français, et en fait rétablir, retrouver la souveraineté nationale de nos États et de nos pays et de nos peuples. Tout à fait. On va conclure ce débat, on va relancer maintenant Kodjo Honoré Lokossa du Bénin. On a parlé de ces élections législatives au Bénin, boycott massif, les Béninois l'ont observé. Kodjo Honoré Lokossa, justement les démocrates, parti réformé justement par l'ancien président Yahi Boni, ce parti a participé à ces élections législatives, mais l'APP, l'Alliance pour la patrie, affirme que cela ne va rien changer au combat démocratique au Bénin. Et on sait aussi que les populations ne s'intéressent plus tellement à la chose au public au Bénin, tout comme au Togo également. Ça, c'est un fait, c'est un constat, c'est quand même amer. Alors, pour chercher des solutions dans cette condition, comment allez-vous organiser la résistance dont vous parlez, puisque vous l'avez mentionné dans l'une des communiqués de l'APP? Pour conclure ce débat.
Merci beaucoup. Eh bien, deux dimensions à cette question. La première, réagir sur le résultat immédiat, le contexte actuel où une grande frustration existe dans une partie de la population sur le mauvais coup porté à la démocratie par Talon en inversant les résultats. Ça, le président de l'APP l'a résolu en disant aux gens que les forces de l'APP, les forces patriotiques sont prêtes à soutenir et à marcher avec tous ceux qui, meurtris, fâchés d'avoir été floués, veulent manifester leur indignation et leur colère contre cette mauvaise manière faite à la démocratie par Patrice Talon. Et donc, il faut les aider à comprendre que oui, quand on est volé, quand on est floué, on a le droit de s'indigner, de se battre pour pouvoir reconnaître ses droits. Et nous sommes prêts à les aider dans l'immédiat. Plus largement, on appelle le peuple à se mobiliser, à continuer à se battre pour défaire le carcan, ce qui fait la base sur laquelle Patrice Talon a assis son pouvoir autocratique, c'est-à-dire les lois électorales et les lois liberticides en général, qui sont un frein. D'accord. Et ça ne passe pas par une négociation avec Talon. Tout à fait. Alors, Kodjo Honoré, on est en conclusion, mais je vais vous pousser un petit peu. Le Béninois landais, nous sommes de la diaspora. On est un peu très loin des réalités, dira-t-on, de l'Afrique et du Bénin. Alors, le Béninois landais nous s'intéresse plus. Ils disent que oui, tous les politiciens, entre guillemets, sont des menteurs. Dans cette condition, est-ce qu'un travail se fait au niveau de la diaspora pour conscientiser, pour que cette remobilisation de résistance dont vous parlez soit effective? Sur le terrain, oui, ça se fait et la dernière campagne menée par l'APP montre qu'il y a cette disponibilité, mais qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir par rapport à une société analphabète, par rapport aux moyens de communication très limités pour ce camp. Si rien n'est fait, et vous avez opté pour le boycott massif, mais si rien n'est fait, derrière ou bien après ce boycott, ça va se répéter une autre fois. D'accord. Je vous comprends. Mais par rapport à la diaspora, c'est vrai qu'il faut voir la nature de notre communauté dans la diaspora, où vraiment il est très difficile d'organiser nos compatriotes. Et nous faisons des efforts pour les influencer, pour les amener à se mobiliser, à s'organiser pour revendiquer leurs droits, ne serait-ce qu'aussi pouvoir être représentés au Parlement et tout ça. Donc, ce travail-là aussi, nous le faisons ici. Et c'est pas simple, mais nous devons pouvoir, nous continuer en tout cas à le faire. Il y a un comité de l'APP dans la diaspora qui s'y attelle. Il y a d'autres organisations de la démocratie révolutionnaire en général qui font ce travail. Et j'avoue que ce n'est pas facile et que nous piétinons souvent. Et ce n'est pas là une barrière linguistique puisqu'on parle tous français dans cette petite bourgeoisie que nous constituons ici. Et donc, le travail devrait être plus facile, mais il y a des œillères, des a priori anticommunistes et autres structures dans la pensée des gens, où les gens pensent qu'on ne peut rien faire en Afrique sans la France. Donc, on se met au service de la France-Afrique, consciemment ou inconsciemment. Nous avons tout cela à déconstruire. Travaillons à cela. Et moi, je reste optimiste. L'expérience du terrain me rend beaucoup plus optimiste parce que de plus en plus, nos publications et tout cela sont traduites en langue nationale et cette percée-là aide les gens à prendre davantage conscience. En tout cas, merci beaucoup, Kodjo Honoré Logosa. Vous êtes cadre de banque à la retraite, un des 3 porte-parole de l'APP, Alliance pour la Patrie au Bénin. Merci d'avoir participé à ce grand débat panafricain sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Avoleté, vous l'avez dit, vous avez mentionné tout à l'heure nos langues nationales. Avoleté, au Togo, vous dit, le combat continue. Le combat continue d'ailleurs. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup Amos. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci à nos co-débatteurs, à nos camarades du Sénégal et du Togo
pour leur contribution, brillante contribution. Merci beaucoup. On relance maintenant Raymond Ivy qui a parlé très peu. D'ailleurs, il nous a rejoint plus tard dans ce débat panafricain. Alors, Raymond Ivy, vous êtes également membre de cette action panafricaine, d'un grand forum panafricain en France, dont d'ailleurs bien dynamique panafricaine, vous l'avez dénommé, autant pour moi. Pour conclure ce débat, alors, pourquoi justement la transparence des élections est-elle toujours problématique lors des élections en Afrique de l'Ouest surtout, même dans les pays considérés comme les plus avancés sur le plan démocratique comme le Bénin et le Sénégal? Que direz-vous pour conclure ce débat? Il faut quand même aussi rappeler qu'en 2023, cette année, les élections législatives se préparent déjà au Togo. Raymond Ivy. Merci. Il faut dire que les rendez-vous alléchants en termes d'élections en Afrique sont très nombreux dans les mois et années à venir. Et déjà, au mois de février, les législatives à Djibouti, au Nigeria, et après on va avoir les présidentielles au Gabon, il y a les législatives en Mauritanie, et Rwanda, et puis vers la fin de l'année 2023, normalement, on doit en avoir aussi au Togo, chez moi au Togo. Mais il faut dire que quand les peuples regardent, parce que l'Afrique, elle bouge aujourd'hui, et cette jeunesse-là ne veut pas se laisser compter, et elle veut avoir voix au chapitre. Et quand on veut avoir voix au chapitre, cette jeunesse, elle bouge pour pouvoir se donner les moyens partout. Mais quand on regarde un peu cette Afrique qui est, disons-le, n'ayons pas peur de mots, un peu bloquée parce que on est dans une sorte de ritournelle, on prend les mêmes et on recommence. Ça fait vraiment un malaise qu'il faudra corriger, qu'il faudra soigner. Et je dirais simplement, pour aller vers la fin, quand on est un homme, on est un homme politique, quand tous les hommes politiques se disent républicains, c'est pour préserver la République. Mais en même temps, quand ces hommes politiques vident de tout contenu la République, au nom d'une prétendue, si ce n'est pas moi, c'est le chaos, ben alors là, c'est que on revoit la démocratie à jamais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souveraineté que le peuple appelle de tous ses voeux, on l'aura jamais. On l'aura jamais. Et ce n'est pas une poignée d'individus aussi richissimes qu'ils soient qui va pouvoir développer un pays. Et le développement d'un pays, le développement harmonieux d'un pays, c'est un processus et qui est l'émanation, l'engagement, le travail de tous les citoyens libres et égaux en droit. Et donc, en tout cas, le tribunal de l'histoire jugera les uns et les autres, tôt ou tard. Donc, rappelons que à tous ces hommes politiques que nos pays, nous les empruntons à nos petits-enfants. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer ce débat. Merci beaucoup, Raymond Ivy. Vous êtes ancien coordinateur de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Alors, vous demeurez d'ailleurs membre de cette grande coalition. Vous êtes aussi un grand panafricain de la plateforme panafricaine, Dynamique panafricaine en France. Merci d'avoir participé également à ce grand débat sur Canal K sur Radio à Volonté. On clôture cette émission avec le doyen Roland Fodé-Diane, qui est sénégalais d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit pourquoi au Sénégal, vous n'avez pas opté pour un boycott. Par contre, au Bénin, les Béninois ont choisi plutôt la voie de boycott. Et les Béninois l'ont d'ailleurs observé. C'était un boycott massif. C'est réussi, dira-t-on. Mais
qu'on peut faire derrière ce boycott? Quelle doit être la suite? On parle de résistance. Pour vous, en termes généraux, que doivent faire les peuples africains en quête de démocratie et de liberté, où souvent les élections n'ont plus de sens, comme au Togo ou au Bénin? Roland Fodé, pour conclure ce débat. Tout simplement, en fait, les camarades béninois l'ont dit tout à l'heure, la suite de ce boycott réussi là, concrètement, c'est de poursuivre la mobilisation populaire pour en fait briser tous les éléments, les freins mis en place par Talon pour en fait garder son pouvoir autocratique en tant que tel et réunir les conditions pour que en fait les conditions démocratiques permettent au peuple béninois de choisir de façon démocratique les futurs dirigeants. Donc moi j'ai confiance, je pense qu'effectivement le peuple béninois trouvera la solution, comme le peuple togolais aussi trouvera la solution, parce effectivement, et surtout dans le nouveau contexte que j'appelle moi le contexte de la seconde phase de libération nationale. Je voudrais insister sur 2 points qui me semblent importants dans cette seconde phase de libération nationale. Les peuples africains, la jeunesse africaine est vent debout pour reconquérir effectivement la souveraineté nationale. Nos anciens ont fait beaucoup de choses. Il reste des références importantes par rapport à cette jeunesse qui doit redécouvrir ces anciens-là. Je pense à Cabral, je pense à Kouma, je pense à Sékou Touré, je pense en fait à Sylvanie Olympio, je pense en fait à tous les anciens, les anciens de l'UPC qui ont été assassinés par l'impérialisme français, etc., etc. Donc, travaillons à nous autres, effectivement, à transmettre à cette jeunesse vent debout aujourd'hui pour reconquérir la souveraineté nationale, eh bien, les pensées, en fait, des anciens qui permettent actualiser, les pensées des anciens actualisées dans le contexte d'aujourd'hui, qui permettent effectivement à nos peuples d'avancer. Dans ce cadre-là, je pense que le travail de la DIP, c'est la dynamique unitaire panafricaine, dans la diaspora, notamment en France, dirigée par Raymond là, me semble avoir effectivement une grande responsabilité dans sa capacité à travailler, à mobiliser la diaspora africaine de façon large. Parce que pour le moment, chacun d'entre nous travaille dans le cadre de sa diaspora. Moi, je le sais bien du côté sénégalais, parce que nous avons gagné toutes les élections de la diaspora, dans les dernières élections, les législatives au Sénégal. La diaspora a voté massivement contre effectivement le pouvoir de Macky Sall. C'est le résultat d'un travail qui a commencé depuis 2014 et qui débouche aujourd'hui sur effectivement cette défaite-là et qui va se prolonger par la défaite dans la diaspora totalement s'il y a élection présidentielle effectivement demain au Sénégal. Donc la DUP doit effectivement accompagner ce travail-là de chacune de nos diasporas pour pouvoir reconquérir effectivement la diaspora et la remobiliser comme les anciens l'ont fait à l'époque de la FEANF, notamment très clairement à l'époque. Deuxième chose, le camarade de Benoît l'a dit tout à l'heure, en Afrique même, les forces révolutionnaires anti-impérialistes ont mis en place la WAPO, en anglais, sigle en anglais, ou l'OPAO, l'Organisation des peuples d'Afrique de l'Ouest, concrètement. C'est une réponse immédiate face à la CEDEAO, qui s'est montrée comme étant un club de chefs d'État france-africains, soumis et servile effectivement aux intérêts des pouvoirs néocoloniaux. Il est important que les organisations qui sont issues des luttes de nos peuples se retrouvent effectivement et se sont retrouvées le 10 décembre dernier, le 10-11 décembre dernier à Accra pour pouvoir effectivement mettre en place la WAPO et l'OPAO. Attention, c'est important ça, parce que je rappelle quand même qu'en pleine première phase de libération nationale, en 1958, le premier pays indépendant de l'Afrique, le Ghana, a convoqué une conférence panafricaine à l'époque, conférence panafricaine qui a été une étape importante dans la mobilisation qui a conduit effectivement aux indépendances des années 60. Même si ces indépendances ont été détournées dans beaucoup de nos pays en tant que telles par des assassinats, des massacres, etc. Donc cette initiative-là de WAPO et OPAO et la mise en place depuis quelques années effectivement de la dynamique unitaire panafricaine, ce sont deux faces de la même médaille. Et ce sont ces deux faces de la même médaille qui doivent trouver les voies et moyens de pouvoir effectivement soutenir le plus possible et de toutes nos forces effectivement les combats de nos peuples. Vive les peuples africains et au bout de ce combat, c'est vrai, ce sera l'unité africaine. D'une Afrique libre, souveraine, indépendante et, je l'espère, internationaliste.
Tout à fait. Une Afrique libre, indépendante. C'est ce à quoi il faut s'en tenir. Merci beaucoup à Roland Foudé, Diane. Je rappelle que vous êtes président du collectif Afrique. L'Afrique vent debout, l'Afrique qui doit continuer ce combat sur tous les plans, développement politique et économique. Ainsi prend fin ce débat panafricain sur Radio Canal K, sur Radio à volonté. Mais avant de nous quitter, j'en fais partie, nous rappelons encore cette citation de l'historien burkinabé Kizerbo, Joseph Kizerbo, qui nous disait « Nalara en Sahara », ce qui veut dire « Si nous nous couchons, nous sommes morts. Peuple africain, réveillons-nous. Bonsoir, à volonté. Quel est Katadien.